Là, il y a 9 plus nous. Ah bah, on voit la liste là. Ah oui, c'est bon. Je pense qu'ils peuvent activer les micros maintenant. Ouais. Bonjour, oui, en effet, maintenant, Bonjour. vous pouvez ouais, si nécessaire. Je crois qu'on va démarrer. Et bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Si les gens arrivent en attendant, on va commencer aussi On tranquillement peut avec attendre notre encore peut-être présentation. une minute ou deux. Une minute, hein. Ok. Ok. Ah merde, je suis bizarre, c'est bon. Oui. Oui, je crois qu'on va démarrer. Amel, tu veux partager ta présentation peut-être? Comme ça, on Vous a voyez pas mon écran? Non, non. Pour ça, tout Non. à l'heure, Ah bon? on voyait. Et là, on voit plus. Ah, je l'avais. Je comprends pas. Elle marchait avant. Je croyais que tu avais fait Il faut- exprès de l'enlever. Non, non. Non, je vous la repartage. Hop. Ouais, s'il te plaît. C'est bien. Je crois que ça arrive. Bon, super. Faut juste se mettre en plein écran. Voilà. Super. Bon, on va Je te démarrer. laisse. Ouais, je vais démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation du programme européen LIFE. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette opportunité de financement avec le PNO. Moi, je suis Claudia Antoniotti, je suis chargée de mission Europe pour de compétitivité future et je suis avec Mary Koubelja, qui est consultante senior pour le cabinet de conseil PNO. C'est haché, Claudia, il faut que tu rapproches ton micro. Ah oui, désolée, j'espère que vous m'entendez mieux. Je suis désolée, ouais, j'ai des petits problèmes de son avec mon ordinateur. Donc, juste avant de commencer, juste quelques instructions pratiques. Donc, ce webinaire, il sera enregistré et il sera diffusé après sur le site Futur. Donc, on va enregistrer ce webinaire. Je vois que vous avez l'option d'activer vos micros. Je vais vous demander pendant la présentation de désactiver vos micros et après, à la fin, il y aura un temps de questions-réponses où vous pourrez activer vos micros, vous pouvez poser vos questions. Et on partagera aussi cette présentation avec tous les participants à la fin du webinaire. Après, si on peut passer à l'agenda de la réunion, donc comme j'ai dit aujourd'hui, ce webinaire est dédié au programme européen. On va vous présenter quelles sont les conditions de cet appel de projet, quelles sont les règles de participation. On va aussi vous expliquer quels sont les bons outils pour déposer votre projet et aussi on parlera de l'accompagnement avec Zéro Futur. Et à la fin, il y aura un temps d'échange avec les intervenants. Juste pour vous parler brièvement, ouais, je suis désolée. C'est mieux. On t'entend. Non, on t'entend mal. C'est très haché. Toujours très haché. Ouais. Je pense qu'il faut que tu rapproches le micro, ou peut-être tu coupes la caméra, je sais pas. Je sais pas si c'est. Ouais. Et là, est-ce que c'est mieux? Oui, un peu. Bon. Juste pour vous expliquer brièvement Xero Futur, quelle est notre mission. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour de compétitivité dédié à la filière forêt-bois. Donc, notre objectif, c'est de développer l'écosystème ici en France et encourager aussi l'émergence de projets. Nous avons environ 210 membres dans notre réseau, différents profils, PME, industriels, collectivités locales, académiques, instituts de recherche. Et nous offrons différents types de services à nos membres, comme l'accompagnement de projets, accès de communication, Service Europe,
de quel je suis responsable et qui organise aujourd'hui ce webinaire. Le but ici dans le Service Europe, c'est de favoriser les collaborations au niveau européen. Et on a aussi le service Tech dédié au réseau des startups. Comme le son n'est pas très bon, je ne vais pas développer plus notre activité. Je vais passer directement la parole à Américo. Je vais vous présenter le programme européen LIFE. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Claudia, je m'appelle Américo Brajal, je suis consultant senior chez PNO Innovation. Je ne présente pas PNO Innovation au début, il y aura quelques planches à la fin si vous voulez avoir des infos. On fait partie de l'association des conseils en innovation et on peut vous aider si vous voulez monter un dossier à différentes étapes. Vous aurez les planches comme a dit Claudia et vous avez des liens cliquables sur les planches pour avoir des infos supplémentaires. Pas mal des infos qui sont là viennent du site national qui donne des infos sur le programme LIFE. Vous aurez plein d'infos là dans la présentation. Je ne vais pas m'appesantir sur tous. Je vais surtout aller sur certains aspects, expliquer voilà, des conseils. Qu'est-ce qu'un projet perdant, qu'est-ce qu'un projet gagnant et quelles sont les prochaines étapes et comment, voilà, comment il faut s'y préparer, etc. Et n'hésitez pas à la fin de revenir et poser des questions. S'il y a une seule planche à se souvenir, c'est celle-là, que ça donne un résumé très haut niveau de qu'est-ce qu'un projet LIFE qui est financé. C'est pas un projet de recherche en tant que tel. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant des niveaux de TRL. Il faut avoir un TRL 5-6 minimum, c'est-à-dire un démonstrateur. Faut prévoir des tests en conditions réelles. Faut qu'il y ait un impact mesurable. S'il n'y a pas d'impact dans un projet LIFE, il n'y aura pas de financement. Il faut des résultats chiffrés qui soient obligatoirement indiqués dans les objectifs, etc. Des choses qui soient smart, donc spécifiques, mesurables, ambitieuses, réalistes et avec un aspect temporel. Et point important aussi, il faut qu'il y ait une réplicabilité. Faut que ça puisse être répliqué, dupliqué soit dans d'autres pays et que ça contribue aux politiques de l'Union européenne. Et ce qu'il faut réellement, c'est qu'il y ait une solution avec un impact et une réplication. Si on n'a pas ces trois aspects-là, il y a peu de chances, il y a zéro chance quasiment de financement. Donc un projet qui est pas financé, il est vague, ou il est trop local, ou il est trop d'aspects R&D, ou alors il n'y a pas une structure claire au niveau du projet ou de ce qu'ils veulent, de ce que vous voulez faire, etc. Donc voilà, c'est à haut niveau, c'est ça. Après, on va vous donner plus d'informations, mais il faut se souvenir en grande ligne de ça. Il y a les projets LIFE existent depuis un moment. Ça a commencé en 2014, je crois. Et là, je vous ai mis le lien. Vous verrez le lien sur ce qui s'appelle le dashboard. C'est la base de données de tous les projets qui ont été financés jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, il y a 5 milliards. Il y a une contribution de 5 milliards depuis 2014. Environ 2,2 millions par projet en moyenne. Pour un coût global de 8,7 milliards, un coût moyen de 3,8 millions par projet, 2300 projets et 13 800 et quelques participants. Ce qui est important, c'est environ 6 participants par projet. Donc c'est une moyenne. Point important, la France consomme qu'environ 15% du budget. Et devant nous, il y a l'Italie et l'Espagne, juste derrière la Belgique. Donc il y a moyen d'aller grappiller plus de sous, quoi. Voilà. La France consomme 15%. Et point intéressant, c'est la planche suivante. J'ai cherché tous les projets liés au bois ou à la forêt, donc qui intéressent Glisello Futur. Sur les 5 milliards précédents, il y a 900 millions qui ont été distribués sur la même époque, donc 17%, pour un coût moyen de projet qui est un peu plus élevé que le précédent et un nombre de projets plus bas. Donc ça veut dire que vous voyez là aussi, il y a un peu plus de participants. Et la France se situe toujours au troisième rang. Alors qu'au niveau européen, statistiquement, je pense que la France est plus qu'au troisième rang au niveau bois et forêt. Donc il y a moyen d'aller grappiller plus de sous et il n'y a pas de budget national, c'est un budget global au niveau européen. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est sûr, ceux qui n'ont pas tenté, ils ont pas gagné. Voilà, il ne faut pas se dire que c'est compliqué, que c'est pour les autres.
aller demander des sous à la Commission européenne, il y a des avantages, des inconvénients. Je ne vais pas me pesantir sur tout. L'avantage principal, c'est voilà, on a des sous. Ça finance vos activités, ça finance vos projets de développement, de R&D, etc. Il y a des inconvénients liés. Le principal, c'est qu'il faut rentrer dans un cadre. Il y a des aspects temporels. On ne peut pas commencer le projet quand on veut. Éventuellement, il y a un consortium. Et donc, voilà, on n'a pas de l'argent sans avoir à donner des retours, etc., quoi. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions spécifiques. Euh, donc, oui, j'ai donné des stats depuis 2014, mais le live est beaucoup plus vieux. Il y a environ 150 projets qui sont financés par année. C'est financé directement par un organisme qui est lié à la Commission européenne qui s'appelle l'agence Cinéa. Le prochain appel sera le 21 avril, qui est l'ouverture de l'appel. Donc, on n'a pas encore les détails de l'appel actuellement. Tout type d'entité européenne est éligible. On peut avoir des projets qui sont en individuel. Sinon, dans la plupart des projets, c'est en collaboratif. Je vous dirai les conditions plus tard. Et il faut que le déploiement soit fait dans un pays éligible. On peut pas, voilà, on peut pas faire des déploiements, par exemple, en Amérique du Sud ou je ne sais quoi. Pour l'ensemble de 2021 à 2027, donc oui, les appels à projets européens se font par framework programme. Donc là, le prochain, il termine l'actuel, il termine en fin 2027. Le prochain, il commencera en 2027. Il y avait un budget total de 5 milliards 43 pour l'ensemble des années, avec une allocation pour les différents types de projets que je vous expliquerai plus tard, qui est de cet ordre-là. Et il y a différents types d'appels à projets. Il y a les appels à projets qui s'appellent standards, des autres actions, des projets stratégiques et des subventions de fonctionnement. J'expliquerai un peu plus après. Voilà, ça. Les différents types de projets peuvent couvrir la nature et la biodiversité, l'économie circulaire et la qualité de vie, des actions pour le climat et une transition vers l'énergie propre. Donc, il y a moyen d'aller se caler sur ces différents appels à projets. Le point le plus important, c'est de lire clairement l'appel à projet, de regarder quels ont été financés par le passé, parce que refaire des choses qui ont déjà été financées, c'est pas très, voilà, c'est pas accepté, sauf si on montre qu'on va au-delà de l'état de l'art. Et voilà, faut bien se placer par rapport à l'appel à projet et dire comment on répond aux attentes. Euh, un projet live, comme j'ai dit, ça doit répondre à donner une solution à un problème. Donc, il faut analyser. Voilà. Le point, c'est avant de commencer le projet, il faut regarder quelle est la situation qui est existante, analyser le contexte, les problèmes, définir des objectifs clairs, mesurables, choisir le type de projet qu'on veut faire, et donc ensuite tout définir dans le projet, un plan d'action, un budget des ressources, des résultats, des impacts qui sont chiffrés pour pouvoir déposer un projet qui sera éventuellement financé. Les conditions, comme j'ai dit, ça va être ouvert le 21 avril avec une date de soumission au mois de septembre. Ensuite, ça va être évalué entre septembre et février par des évaluateurs indépendants de la commission, qui sont plusieurs à lire le dossier et à donner des notes. L'objectif, c'est de financer les meilleurs projets pour les différents appels à projets. Ensuite, une fois que les lauréats sont annoncés, il y a ce qui s'appelle la préparation des conventions de subvention, signature du contrat et ensuite un réel démarrage de projet. Donc, comme vous le voyez là, il y a un grand délai entre actuellement et le démarrage réel des projets. Et après, il faut prendre en compte aussi que les projets vont durer 2 à 5 ans à partir de T0 qui est là. Donc, si vous avez des besoins de financement pour des projets qui sont à plus court terme, c'est peut-être pas live qu'il faut aller. Voilà, faut considérer que c'est quand même quelque chose qui prend un certain temps. C'est assez classique dans les projets européens. Il y a une enveloppe indicative sur ce qui avait été ouvert l'année dernière. Cette année, ça va être a priori le même ordre de grandeur. Les projets classiques, ils ont un budget moyen de 2 à 5 millions. Jamais en dessous de 500 K euros. Le taux de financement, en général, c'est 60%. Ça veut dire que vous devez expliquer comment vous cofinancez le reste.
Ça peut être en ressources propres ou d'autres financements nationaux, etc. En général, 2 à 5 ans. Et pour les projets classiques, vous pouvez y aller en individuel, pas la nécessité de couvrir 3 pays ou de couvrir un consortium. Mais comme vous avez vu au début, en général, c'est plutôt des consortiums qui sont financés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra revenir dessus si vous voulez. C'est différents types de guichets, etc. Ensuite, il y a les projets liés à l'énergie. Ça, c'est des projets avec une enveloppe un peu plus petite, 1 à 2 millions de budget, un taux de subvention plus élevé, des durées équivalentes. Par contre, là, il faut le cadre habituel, au moins voilà, un partenariat, soit un partenariat, soit aller. Voilà, chaque appel, en fait, ça dépend appel par appel. Soit c'est le cadre de la commission habituelle, trois pays différents, 3 partenaires indépendants, soit partenariat libre, mais c'est au cas par cas et comme on n'a pas encore l'appel à projet 2026, on ne peut pas savoir. Voilà, et ça c'était les thématiques passées à vérifier sur celles qui vont être ouvertes cette année. Règles de participation. Le point important, c'est que Life ne finance pas tout. Il va financer certaines parties et d'autres non. Ça va vous financer des coûts de personnel, des investissements, des amortissements d'équipement, de la sous-traitance, avec un maximum de taux de coûts éligibles, des frais de déplacement. Mais voilà, pour rappel, pas plus de 60% en général de financement de ces activités-là, auxquelles on rajoute ce qui s'appelle l'overhead. Donc là, il y a des exemples d'actions qui peuvent être financées. Voilà, si vous avez des coûts d'infrastructure, des actions de recherche fondamentales, etc., ça ne sera pas financé. Donc il faut faire attention à l'éligibilité des coûts. C'est un dossier qui a à remplir. Point important, comme c'est un financement européen, c'est un dossier écrit en anglais qui comporte plusieurs parties. Une première partie qui s'appelle la partie administrative, où on donne des informations générales sur qui sont les sociétés qui participent au dossier, quelles sont les personnes individuellement et quel est le budget des différents partenaires. Ça, c'est à faire en ligne sur une plateforme. Ensuite, il y a un dossier à remplir. Jusqu'à maintenant, c'était 65 pages. Probablement, ça va rester pareil, sauf pour le dossier nature qui était plus gros, 120 pages. Peut-être que ça va être réduit, on ne sait pas. C'est un document PDF à faire et à remplir. Il y a une trame. Il faut remplir toutes les cases, etc. et expliquer comment on répond aux attentes. Et dernier point important, comme je disais, il faut des choses chiffrées. Donc, il faut donner des indicateurs clés qui sont des indicateurs de performance qu'on complète en ligne, qui, euh, qui sont importants pour montrer ce que le projet veut faire à la fin du projet. Comme on a dit, voilà, ça va être ouvert en avril 2026. Et avec un dépôt en septembre, il ne faut pas attendre la rentrée de septembre pour se dire, tiens, je vais déposer un dossier live. Ça sera trop tard, quoi. Voilà, ça prend du temps. On expliquera un peu dans une planche un peu plus tard les différentes étapes d'ici le mois de septembre. Voilà, faut pas se dire, ça prend 5 minutes et on y va, quoi. Le dossier est évalué sur différents critères, avec une note sur 20 par critère, avec des coefficients différents par critère. Il faut au moins avoir une note de 10 sur chacun des coefficients, sur chacun des critères, pardon, et l'impact a un coefficient à 1,5 sur le reste. Il y a une note, donc il y a une note de 10 minimum par critère et une note globale minimum de 55. La note max est de 90. Les projets financés, faut viser, enfin, si on a 55, il n'y a pas de projet financé à 55. Plus ça va, plus les projets ont une meilleure qualité. Mais bon, l'idée, c'est voilà, il faut que ça soit pertinent, qu'il y ait un impact, qu'il y ait une bonne qualité de projet et que les ressources soient en ligne et le budget soit en ligne avec ce qui est attendu. Point important, il peut y avoir des bonus supplémentaires qui peuvent faire la différence. Donc ça fait une dizaine de points maximum. Il n'y a pas de bonus pour des différents types de projets. Voilà, il y a des bonus qui sont liés avec l'aspect synergie, l'aspect régional, l'aspect dissémination, etc., etc. Ça peut faire la différence. Donc c'est important de se poser la question, est-ce que je peux bénéficier des bonus? Désolé, il y a beaucoup d'infos, je vais un peu vite. On reviendra sûrement dessus.
Il y a différents outils qui sont proposés par le ministère, entre autres, et par différents pôles, tels que Xilo Futur et autres pôles. Un point important, il faut considérer que pour monter un dossier LIFE, ça vous prend environ une personne à temps plein sur 3 mois. Peut-être pas une seule personne, peut-être plusieurs personnes, peut-être sur plusieurs partenaires du consortium. Mais voilà, ça vous donne une idée du temps à consacrer. Donc, c'est quand même un investissement de votre côté, qui n'est pas remboursé puisque les activités sont éligibles à partir du moment où le projet démarre réellement. Voilà, il faut que ça soit un dossier qui est détaillé, puisque c'est évalué sur des critères clairs. Le ministère peut vous aider, le ministère peut vous aider, il y a les liens plus loin, avec plusieurs ressources. Donc vous verrez les infos. Il faut penser à tous les webinaires, tous les points de contact nationaux qui peuvent vous apporter de l'aide, des assistances aussi pendant le montage et la rédaction. Vous pouvez aussi passer par des cabinets, soit pour le montage, soit pour le dépôt. Si vous êtes des PME, vous pouvez aussi passer par l'aide de la BPI pour cofinancer les coûts de cabinet, etc. J'ai les infos aussi qui sont plus loin dans l'information. Là, je vais pas détailler tout. Le site de référence, il est là. J'ai mis l'élément en rouge. Un point important, c'est la foire aux questions, où pas mal de questions, enfin, vous allez avoir pas mal de questions-réponses qui sont déjà abordées. Et point important, comme j'ai dit aussi avant, la base de données des projets déjà financés, qui est importante puisqu'elle vous permet aussi de vous positionner par rapport à d'autres projets éventuellement financés et montrer comment vous allez au-delà des tas de l'art ou comment vous avez des approches différentes, etc. Donc, je n'irai pas dans l'ensemble de tout ça. Vous pourrez regarder, tout est cliquable. N'hésitez pas à regarder. D'ici les mois qui viennent, donc il y a déjà des webinaires qui sont en cours. Je crois qu'il y en a des même cette semaine, fait par le ministère. Il y a l'Info Day, donc c'est quelque chose qui est fait par Cinéa, qui sera fait une semaine après l'ouverture. Donc ça va être du 28 au 30. Si vous n'avez pas possibilité de participer en présentiel ou en distanciel, tous les supports et les présentations seront disponibles. Vous pourrez les regarder sur les webinaires en replay. Et il y a des webinaires d'aide à la rédaction qui sont aussi réalisés. Donc, ça vous permet de vous mettre en bonne position. L'idée, c'est tout ce qui est fait, tout ce qui est fait dans les étapes, enfin, tout ce qui est fait en amont et qui permet de bien cadrer le projet et les prochaines étapes. C'est du temps gagné et de maximisation de chances de financement. Il y a un dispositif spécifique d'assistance aussi du ministère. Vous avez le lien ici. Je ne m'appesantirai pas dessus. C'est des heures d'accompagnement qui sont offertes gratuitement par le ministère après validation d'éligibilité. C'est fait par un cabinet qui s'appelle Envie Européa. Voilà. Donc, ça donne un rétro-planning fait par le ministère, mais c'est intéressant. Donc, ce que je vous disais, les planches que je vous ai données, que je vous présente là, beaucoup viennent du webinaire qui avait été fait du lancement au mois de février. Donc là, au mi-mars, il y a déjà des ateliers d'aide au montage. Ensuite, l'ouverture de l'appel à projet. Le 21 avril, l'Info Day, une semaine après. Des webinaires de conseil à la rédaction mi-mai. Et après, donc là, d'ici, disons, le mi-mai, on structure, on commence à bien établir le projet et on commence à rédiger le plus tôt possible. Et il ne faut pas hésiter de poser des questions, et d'être accompagné. Plus on se prépare et plus ça facilite le dépôt du dossier et ça maximise les chances de financement. Alors, si on devait donner quelques conseils, faut chercher un effet waouh. Enfin, faut pas que ce soit un projet du genre ça a été fait ailleurs, dans un autre pays ou dans un autre continent, et je l'adapte en France et c'est un peu flou, ça passera jamais. Voilà. Faut vérifier les autres projets précédents et le Work Programme webinaire, expliquer comment on y répond. Ça prend du temps et des ressources, comme je vous ai déjà expliqué, mais bon, voilà, 100% des gagnants, ils ont tenté leur chance. Si vous y allez pas, bah, vous l'aurez pas. Mais par contre, c'est pas une loterie. C'est pas du genre, je fais un dossier pour tenter ma chance et je verrai bien si ça passe ou pas. Faut se faire accompagner, donc soit par des pôles comme Zillow Future, soit par des cabinets, au moins pour des relectures.
Et n'hésitez pas aussi à demander à des collègues de soit votre société, soit des membres de votre consortium de relire. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être la tête dans le guidon, vous n'allez pas avoir des détails éventuellement qui vont vous échapper et un dossier se perd facilement sur des détails. Si vous êtes des PME, vous pouvez bénéficier des deux montages, par exemple le DIAC BPI. Dans certaines régions, vous avez des aides aussi. C'est un dossier en anglais, donc c'est important pour vous si c'est un point bloquant. Il ne faut pas hésiter à contacter les PCN, participer ou regarder les infos en replay des Infodays. Il faut viser l'excellence, mais pas la perfection. La perfection n'existe pas. Par contre, on peut avoir des retours qui donnent des bémols, mais qui donnent cependant encore des très bonnes notes. Donc voilà, il ne faut pas chercher. Voilà. Un dossier, on pourrait continuer à travailler dessus toute notre vie. Voilà, le but, c'est pas d'écrire quelque chose de parfait, mais quelque chose qui répond à ce qui est attendu et qui est finançable, qui est financé. Voilà, comme j'ai dit, les 5 critères, faut des démonstrations et des choses opérationnelles, pas de la recherche. Faut que ça réponde aux priorités. Donc, il faut vraiment se caler par rapport à l'appel d'offres. Faut avoir un impact mesurable et à assez court terme. Faut avoir une qualité technique, avoir quelque chose de crédible, structuré. Faut avoir quelque chose de réaliste au niveau durée de projet et ressources demandées. Faut pas avoir un projet ni trop petit ni trop gros. Quoi d'autre? D'autres types de conseils. Voilà, il faut, ce que j'avais dit précédemment, faut vraiment un problème environnemental qui est clair et précis. Si on a quelque chose trop vague, genre je veux réduire la pollution, je veux améliorer le processus, mais sans donner de choses claires, tangibles, ça ne va pas passer. Faut des choses, voilà, je l'ai déjà dit, un démonstrateur pilote, une vraie expérimentation, donc expliquer voilà, comment c'est fait, dans quel cadre, qui vous allez impliquer, qui y a par exemple dans des comités externes qui vont vous aider à valider l'approche, etc. Faut une innovation, pas forcément uniquement technologique, ça peut être une nouvelle approche qui est apportée, ça peut être une méthodologie, quelque chose d'organisationnel, quelque chose de politique publique aussi. Il faut qu'il y ait une capacité à être répliqué ailleurs. Si vous ne montrez pas qu'il y a cette possibilité, ça ne sera pas pris en compte. Il faut qu'il y ait derrière cet aspect levier. Par contre, ça ne sera pas dans le projet, pas nécessairement dans le projet, mais il faut le promettre. Faut dire, voilà, grâce à ça, potentiellement, il y aura ça derrière, etc., etc. Mais on ne vous enlèvera pas le financement si ce n'est pas réalisé a posteriori du projet. Et la dimension européenne. Même si c'est même si on peut avoir qu'un projet national, il faut montrer l'intérêt européen, comment on contribue aux objectifs, comment ça peut être transféré après, etc. Bon, je l'ai déjà dit, des erreurs les plus fréquentes, c'est un projet trop local, pas d'impact quantifié, trop de recherche, pas assez d'action, que le problème n'est pas bien cadré ou que le budget est vraiment incohérent. Par exemple, si c'est un consortium et qu'il y a un des partenaires qui a 90-95% du budget, c'est artificiel, quoi. Les autres partenaires c'est des touristes et donc ça va être mal perçu. Il faut vraiment avoir quelque chose qui tient la route. Si on devait donner encore quelques conseils, une méthode simple, voilà, il faut commencer par un problème précis, mesuré, localisé. Ensuite, réfléchir à des objectifs chiffrés, avoir la solution concrète qu'on apporte, les actions qu'on veut mener pour résoudre ce problème et pouvoir apporter les objectifs. Quels impacts ça va avoir au niveau environnementaux, sociétaux, etc. Quelle réplicabilité il peut y avoir et comment ça va être déployé après le projet. Donc un projet vraiment compétitif, ça raconte une histoire vraiment claire. Il y a une logique d'intervention solide. Faut pas que ça soit juste résoudre un problème d'une société localement. Ça, c'est pas bon. Ça va changer quelque chose à une grande échelle. Ça explique une histoire sur ce qui va se passer après. Passer d'un TRL6 à un TRL8, c'est-à-dire d'un démonstrateur à quelque chose de pré-commercial. Le but, c'est pas de commercialiser. En général, de 3 à 8 partenaires, comme j'ai dit au début, de 2 à 5 ans, en général plutôt 3 à 4 pour que ça ait un impact rapide et pas trop court non plus, parce que si c'est trop court, peut-être qu'on n'a pas le temps de déployer. Justement, si c'est des choses liées à, je sais pas,
des changements dans des forêts ou je ne sais pas, il faut plusieurs années, il faut valider sur plusieurs années, etc. Donc 2 ans, le temps de démarrer le projet, le temps de définir ce qu'on veut faire, etc., etc. On n'aura pas le temps de déployer sur plusieurs années. Et un budget moyen qui est raisonnable, ni trop petit ni trop gros, pour que ça soit réellement, voilà, que ce soit financé et que ça puisse, être bien évalué par l'organisme. Donc, j'ai couvert plus ou moins toutes les infos. Je vais laisser la main à Claudia, puis après on pourra revenir si vous avez des questions. Claudia, je te repasse la main. Oui, merci, Amérique. J'espère que vous m'entendez mieux. Oui, ça va. J'espère que la qualité du son soit assez bonne. Je voulais vous donner des exemples assez concrets de ce qu'on peut faire avec ces financements en live et des financements pour des projets qui concernent la filière forêt-bois. J'ai trouvé 2 projets qui peuvent servir d'exemple pour des idées, comment, dans quel cadre la filière s'inscrit dans ce type de financement. Donc, j'ai trouvé 2 projets. Un projet financé au niveau national en Espagne et après un autre projet plus international. Donc, il y a le projet Life Food for Future. C'est un projet qui part d'un constat dans la région de Grenade, en Espagne. Il y a une perte massive du peuplier. Il y a environ 4500 hectares de peupliers qui ont disparu dans les dernières années. Donc, et ces zones ont été remplacées par une agriculture intensive. Il y a comme conséquence l'augmentation des émissions de CO2, une pollution des sols et de l'eau, une perte de la biodiversité et il y a aussi une sous-utilisation du bois local. Donc, ce que le projet propose, c'est de créer une filière bois locale et circulaire basée sur le peuplier. Donc, créer une chaîne de valeur complète pour planter et gérer durablement les peupliers, transformer le bois localement et produire des matériaux de construction bas carbone. Donc, les objectifs du projet, c'est restaurer les paysages et la biodiversité, garantir un approvisionnement local durable et développer le bois structural. Donc, ce projet combine climat, biodiversité et l'économie locale et relie agriculture, forêt et construction. Et transforme un problème que c'était la perte de peupliers en une opportunité industrielle et écologique. Donc, c'est un projet local avec un consortium espagnol, uniquement espagnol, et c'est un exemple d'un projet qu'on peut avoir au niveau local avec un consortium national. Après, il faut voir aussi, oui, même si c'est un projet national, il faut voir qu'il faut toujours, comme je disais, faut avoir une dimension européenne. Donc, l'objectif aussi, c'est comment cette stratégie qui a été mise en place dans la région de Grenade, elle peut être répliquée dans d'autres régions en Europe. Et après, nous avons un projet plus international. C'est le projet Wooden. Ce projet part aussi d'un constat, cette fois-ci plus à l'échelle européenne, que le bâtiment représente 40% de la consommation d'énergie et environ 33% des émissions globales de CO2. Donc, les problèmes identifiés, c'est que le bois est toujours sous-utilisé dans la construction parce qu'il y a des freins techniques, il y a des freins économiques, il y a des freins réglementaires et les chaînes de valeur locales et des chaînes de valeur, mais il y a quand même des chaînes de valeur locales qui sont faibles et il y a un manque de compétences et de collaboration. Donc, les objectifs de ce projet sont de promouvoir des bâtiments en bois, bas carbone et circulaires, et lever les freins du marché et développer des compétences et de collaboration. Et contribuer aussi aux objectifs du New European Bauhaus, c'est créer des bâtiments durables
inclusif et esthétique. Donc, en résumé, l'objectif du projet, c'est de remplacer une construction carbonée par une construction circulaire. Là, c'est un projet plus international avec un consortium européen. Donc, c'est deux exemples de projets, deux types de projets qui concernent la filière forêt-bois. Un projet plus local, un autre plus européen. Il y en a un projet qui est plus dédié à la filière, ce qui est gestion forestière. Il y a un autre qui est plus transformation du bois pour le bois de construction. Donc, c'est des exemples de comment on peut adapter, on peut utiliser ces financements pour la filière forêt-bois. Après, si on passe à l'accompagnement du service Europe, comment nous, on peut vous aider aussi dans ce montage de projet, dans cette recherche de financement européen. Donc, on sait que pour monter un projet européen, ça peut être un peu complexe et prendre du temps. Exil au futur, nous, on a un service Europe qui peut vous aider dans cette démarche. On peut vous aider à identifier les appels à projets plus pertinents. Comme vous avez vu dans les projets LIFE, il y a différentes typologies de financement. On peut étudier pour le type de recherche ou de projet que vous cherchez à mettre en place, quel est le type de financement qui s'adapte le mieux à ce que vous voulez développer. On peut vous accompagner dans le montage du projet, la structuration du consortium et comment définir des objectifs, que ça soit assez clair et assez impactant. Comme vous avez vu dans les projets LIFE, il faut des KPI, des indicateurs qui soient assez spécifiques et assez impactants. Il faut que vous montrez exactement quels vont être les avantages de votre projet. Donc ça, on peut vous identifier, construire le projet. Et on peut aussi, si nécessaire, vous mettre en relation avec des cabinets de consultants de confiance, comme par exemple le cabinet PNO, qui, avec Amel, qui a fait aujourd'hui sa présentation. On peut vous aider à faire une relecture de votre dossier. C'est bien d'avoir une vision extérieure du dossier pour identifier des faiblesses que vous n'avez pas identifiées au départ. Et à notre rôle, on est là pour vous aider à prioriser des financements européens et vous aider à structurer votre marche à l'Europe. J'espère que vous m'avez bien entendu. Et je crois que maintenant, on peut passer à ce temps d'échange avec vous. Si vous souhaitez, vous pouvez activer vos micros. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'espace chat, conversation. Donc, nous avons environ 20 minutes pour des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, si la présentation n'a pas été assez claire, ou si c'est le moment de poser vos questions, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée, qui ont l'intention de poser un projet live, qui se pose la question? Oui, Ali, Kanfo. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis Ali Kanso de Société Microemus. Avec l'Université de Toulouse, nous avons travaillé sur un projet ANR, donc en lien avec le forêt, mais c'est plutôt en utilisant l'intelligence artificielle, le digital twin pour surveiller la qualité des forêts, la dégradation des forêts. Donc, par exemple, si on va intégrer des autres points, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous aider à trouver de bons partenaires dans le cadre de projet Live, si on va viser l'axe climat? Oui, tout à fait. Nous, Xero Futur, on a accès à un réseau aussi international. On participe au réseau européen. Et si vous êtes en recherche de consortium, si vous avez une idée de projet,
nous, on peut aussi, à travers nos contacts qu'on a en Europe, vous aider dans cette démarche. Oui, tout à fait. Pour vous accompagner pour la recherche d'autres partenaires. Moi, si je peux compléter, j'ai ouais. pas présenté PNO. En fait, en même temps, on est présent en France, on est 60 personnes présents dans 3 villes, Paris, Lyon, Toulouse. Et en même temps, on est pan-européen, puisqu'on est présent dans 10 pays européens, environ 650 personnes, et on a donc une base de données d'environ 4000 clients avec lesquels on a travaillé, et pareil, on a ce qui s'appelle le linking. Donc si vous manifestez un intérêt à aller sur un appel à projet donné, on peut valider auprès de cette base de données et puis contacter nos collègues européens dans d'autres pays pour mettre en relation et pour établir un consortium, etc. Et autre point important que j'ai pas abordé aussi, notre taux de réussite est nettement plus élevé que le taux moyen de la commission. Ça n'a pas été posé comme question, mais je pense que c'est dans les têtes de tout le monde. Le taux moyen, c'est dans les 15, 20, enfin peut-être 10-15% actuellement de taux de réussite. Nous, on est bien au-dessus. Et on peut vous aider aussi à faire tout ce qu'ils appellent l'analyse de cycle de vie, tout ce qui est estimation des réductions des gaz à effet de serre, parce que ça peut être un point important aussi sur l'impact. Et point non négligeable aussi, si vous voulez, lorsqu'un projet est financé, on peut aussi participer à tout ce qui est communication, dissémination du projet, gestion du projet auprès de la commission. Et vous restez sur vraiment l'activité, tout ce qui est rébarbatif, ça vient à nous. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On a une question dans le chat, je ne sais pas si tu sais répondre à ça, Amérique. Quel est le taux d'acceptation des projets français déposés? Vous voulez dire je suppose Que que les c'est Français, ouais, que les le, Français. le- le taux de réussite moyen. Ouais, En fait, ça revient enfin, je pense que c'est plus ou moins le même taux que ce que ouais, j'ai ça dit. fait 15%. Je connais pas les stats au niveau individuel, mais je pense que je dois avoir les stats sur une des planches que vous aurez là. Ah, Américo, c'est oui, Anna, je suis allée regarder, c'est autour de 20% sur 20%. 2024 Ah oui, pour la France, hein. pour le live. Ok, bah c'est un peu plus que le taux moyen. Le taux moyen Entre européen, 17 c'est et... Ouais. ouais. Le taux moyen européen, c'est 8. Et nous, on est plutôt au-dessus de 50%. Ouais. Donc, Mais il ok, n'y a c'est pas de un taux peu. officiel, donc c'est assez... c'est des chiffres que les PCNI communiquent, D'accord. mais enfin, c'est pas très officiel. Ok, mais ça veut dire qu'on n'est pas trop mauvais Ça reste, en ouais, ça reste France. dans merci Anna. Ça reste de l'ordre de grandeur de. Ouais. Enfin, il y a des pays qui ont un taux un peu plus élevé. Voilà. Après, voilà, il y a moyen d'aller beaucoup plus élevé, comme j'ai indiqué au début, au niveau du budget disponible, au niveau des. Enfin, voilà, si on regarde celui-là, là, Ouais, on a 15%. c'est voilà, 15%, il y a moyen d'aller grappiller un peu plus, quoi. Enfin, surtout quand on voit le nombre de projets en Espagne, par exemple, qui est 105 projets. En France, il y en a 40, quoi. Voilà, l'Espagne, elle toute seule, et elle a autant de projets que les deux Mais suivants, quoi. ils déposent aussi davantage, peut-être. Ils déposent, ouais, mais c'est des Ouais, projets plus petits aussi. Vous voyez, là, 130, en fait, c'est 105 projets pour 133 millions. Donc peut-être que les Français, on veut des projets beaucoup plus gros. Donc peut-être qu'il faut aller à des projets un peu plus raisonnables, quoi. Voilà. parce que comme je donnais l'exemple, le projet espagnol, ouais, c'était un projet Ouais, national. Donc ça, quand c'est des projets nationaux, il doit y avoir des budgets plus petits ouais. Et à je sais pas aboutir. si vous avez vu, il y avait aussi des académiques qui étaient dans le consortium. Ouais. Oui, il faut que ça reste des consortiums assez variés, je Ouais. suppose. Il faut. Bah, c'est bien de couvrir la chaîne de valeur, en fait. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'est soit directement dans le consortium, soit indirectement par comment ça s'appelle, par des advisory boards.
qui interviennent à des moments donnés dans le projet. Par exemple, à la définition de ce que le projet va faire et à différents avancements du projet pour montrer le résultat et montrer que c'est en ligne avec les attentes voilà, par exemple, le deuxième projet là, qui était sur la construction, etc. Voilà, on peut faire intervenir des Vinci ou des je sais pas quoi qui peuvent être partie Oui, prenante de d'accord. l'utilisation finale et qui sont potentiellement pas dans le consortium. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? J'espère que je vous ai pas, j'espère que je vous ai pas refroidi et fait peur. Alors, je vais anticiper une question qui n'a pas été posée. Peut-être ça va vous faire réfléchir. Euh, Qu'en est-il de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Personne n'a posé la question, personne ne s'est posé. Bonne question. Alors, ce qu'on voit, alors il y a plusieurs trucs. Ce qu'on voit, c'est depuis un an environ, le nombre de projets déposés explose. C'est quasiment x2. Et je pense qu'au prochain guichet, ça va être encore pire. Donc, ça veut dire qu'il faut être encore plus, voilà, il faut être encore plus exigeant sur, entre guillemets, monter un dossier avec l'intelligence artificielle, c'est facile. Donc, le problème de la commission, c'est qu'elle va se retrouver avec des millions de dossiers. Voilà, des millions, des tas de dossiers. Et le problème, c'est enfin, elle utilise des êtres humains qui, on l'espère, n'utilisent pas trop l'intelligence artificielle. Ça, c'est parce que le problème, c'est il faut pas non plus que ce soit l'intelligence artificielle qui écrit et l'intelligence artificielle qui évalue, parce que là, on est paumé. Mais l'idée, c'est ça, c'est faut réussir à avoir cet effet waouh dès le début. C'est faut enfin, dès les premières pages du dossier, parce que voilà, je vous ai dit, c'est des trucs de 65 pages, 120 pages. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, on ne cherche pas à écrire un Agatha Christie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, moi j'aime bien faire l'équivalent entre des Agatha Christie et des Columbo. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui connaissent la série Columbo, Columbo, c'était l'enquêteur. On regardait les 5 premières minutes, on savait tout sur l'épisode. On savait qui avait tué, comment, où ça. Pourtant, on regardait le truc parce qu'on voulait savoir comment Columbo allait trouver comment c'était fait, pourquoi, etc. Là, l'objectif, c'est dès le début, il faut qu'il y ait cet effet waouh, c'est dire, oh, c'est génial, mais comment ils vont faire ça? Voilà. C'est pas un Agatha Christie où on est obligé de lire la dernière ligne et savoir qui a tué Monsieur Machin à tel endroit. D'accord? Ça, c'est si on fait un dossier comme ça, c'est sûr de c'est paumé. Donc, voilà. Et ça marche en comparaison. Voilà. Vous avez Mais raison, après, c'est ça comme parle ça. pas aux plus jeunes. Mais Bien. Est-ce que ça donne envie à quelques-uns de se lancer dans le projet européen? Est-ce qu'il y a des questions, des idées partagées? Non, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on partagera la présentation avec vous. Oui, Ali. Oui, excuse-moi, dernière question. Oui, Je voulais savoir, comme les appels à projets ne sont pas encore publiés officiellement sur le site de Life, est-ce que vous nous conseillez d'attendre qu'ils soient publiés pour choisir, pour commencer à créer les consortiums à travailler sur ce dossier, ou on peut commencer dès maintenant en se basant sur l'ancienne appel à projet de l'année 2025, l'axe qui sont présents ultérieurement? je pense que c'est bien, et c'est bien aussi de regarder dès maintenant tous les projets qui ont été annoncés et financés, parce que ça permet de vous cadrer, quoi. Si vous avez Ok, une idée, voilà, ça sert à rien d'aller courir le 100 mètres voilà, si entre guillemets c'est hors sujet, ou si vous voilà, si vous pensez que c'est mieux d'aller faire autre chose, quoi. Si ça a déjà été financé par ailleurs, voilà, ok, il faut ok. vraiment se différencier, quoi. Ouais. Oui, Et merci. effectivement, après, effectivement, ouais. vas-y. D'après ce que j'ai compris, c'est des appels à projets assez ouverts quand même, hein. Même Oui, oui. s'il y a des thématiques, je veux dire, ils ne demandent pas à développer une technologie spécifique ou il n'y a pas un objectif spécifique, ça reste assez ouvert. Je pense qu'on peut facilement adapter une idée sur une thématique ou l'autre. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui. En général, ça se ressemble beaucoup. Après, il y a des adaptations à la marge. Je pense qu'ils vont peut-être, enfin, je sais pas s'ils vont garder le même nombre de pages et tout ça. Peut-être qu'ils vont, parce que ce qu'on voit aussi, c'est sur les projets Horizon Europe classiques, plus ça va et plus les dossiers sont de plus en plus courts. Jusqu'à récemment, c'était 70 pages. Là, après, c'est passé à 50. Là, il y en a certains, c'est 40, voire 45. Donc, voilà,
Mais Non, je pense tout que- tout le temps que vous gagnez maintenant, c'est de la maturation, c'est du voilà, c'est après ça vous prend pas du 100%, mais c'est du voilà réfléchir à quels sont les objectifs. En fait, tout est lié quoi. Enfin, les objectifs, les lots de travail, les budgets, tout ce qui est jalon aussi. Comment vous allez valider le progrès de votre projet? Quels sont les risques et comment vous y répondez? Quels sont les plans B? Voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et les impacts que vous allez avoir et tout ça, quoi. Ok. Et aussi la question que vous posiez, Ali, sur avec qui vous allez travailler, je pense que c'est important aussi de constituer déjà bien en amont un groupe de travail avec qui on peut commencer Ouais, cette... un noyau dur, ouais, un noyau Ouais, dur c'est de ça. les deux, trois partenaires clés, et puis voilà, éventuellement étoffer avec d'autres, hein. Ouais, il y a cette période de réflexion ouais, qui peut commencer sur le projet, qui peut commencer maintenant. Et après, comme c'est des appels à projets assez ouverts, je pense qu'on peut adapter son idée Bon, à parfait. comment il est rédigé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. Il y a d'autres questions. En tout cas, nous avons partagé la présentation avec vous. Si vous avez des questions, on est toujours nous contacter. Vous contactez soit moi, soit directement le cabinet Piano. De toute façon, on est en relation. Ici, chez Xero Future, on est cabinet Piano. Donc, vous pouvez tout. Xero Future est là pour vous accompagner aussi, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, si vous avez senti que vous avez besoin d'être accompagné. On t'entend pas très bien. Ah, je suis désolée, ben, c'est assez bref. Ben, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire si vous avez besoin d'aide pour développer le projet. Et nous encourageons ces financements européens. Voilà. Merci de participer. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup. à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour. Bonne journée. Merci, au revoir. Et je mets ça.